Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Overtime. C'est le 31e déjà de cette saison 3. On va revenir bien sûr sur les performances excellentes de l'équipe de Suisse, vu que la sélection de Patrick Fischer affiche un bilan de 6 victoires en 6 matchs. Le tour parfait pour l'instant, après un tour de chauffe réussi contre des équipes dites plus faibles sur le papier. La Suisse a confirmé ce week-end contre les grosses équipes. On se réjouis de vous décortiquer donc tout ça au fil de cet épisode. Je ne serai pas seul, un épisode même spécial puisqu'on aura notre envoyé sur place, on peut l'appeler comme ça à Riga. Je vous le présente d'ici quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez bien sûr comme toujours poser vos questions en direct dans cet épisode. On y répond bien volontiers. Allez, c'est l'heure d'accueillir Régis Serf qui est en direct de Riga. Régis, salut! Salut David, salut à tous. Comment vas-tu depuis le soleil de ce beau pays qu'est la Lettonie? Très très bien, ce serait mentir que de ne pas le prétendre parce que ici c'est le soleil, c'est une température plus que printanière. Vraiment, l'instrument indispensable, il est là, c'est la crème solaire. Donc en plus, il y a du hockey et du bon, donc c'est parfait du côté de Riga. Puis je vois qu'on soigne les détails dans Overtime. Regardez, si vous avez l'image, c'est pas un fond inventé de Régis. Il est vraiment sur une des places, une des plus belles places de la ville pour nous faire ce direct depuis là-bas. Oui, Riga, c'est vrai que c'est surtout un centre-ville et quelques aménagements le long de la Daugava, mais sinon c'est un centre-ville qui est très très joli et dont le bâtiment derrière, Tête Noire. Enfin, je suis pas guide touristique, mais on se rend vite compte que c'est un endroit qu'il faut aller visiter quand on vient dans le coin. Alors Régis, on va profiter de ta présence sur place pour d'abord parler peut-être un petit peu de l'ambiance. La Suisse joue bien, la Suisse gagne, la Suisse a pu voir l'arrivée de ses supporters en grand nombre. Comment est ce tournoi au niveau de l'ambiance, de ce qui s'y passe sur place? Ouais, comme je suis plutôt pas du côté de la barrière des journalistes, mais plutôt de celui des spectateurs, voire des fans, je vais plutôt parler de cet aspect-là, parce que c'est vrai que là, c'est difficile de faire mieux. Il y a une super ambiance. Je pense que samedi, il y avait entre 6 et 7 000 Suisses qui étaient présents dans la patinoire pour supporter l'équipe de Suisse. Une ambiance vraiment digne d'un samedi soir, même si c'était samedi après-midi, avec vraiment la totale, du bruit, un public qui réagissait, qui soutenait l'équipe, à donner des frissons par moment. C'était un peu plus calmière, c'était plus partagé aussi entre les Tchèques et les Suisses. J'ai eu aussi l'impression qu'il y avait déjà quelques milliers de Suisses qui n'étaient plus présents, qui avaient déjà dû rentrer pour être au travail aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que ça se passe super bien au niveau de l'ambiance. Il y a vraiment un excellent état d'esprit. Enfin, ceux qui connaissent le championnat du monde savent que ça n'a rien à voir avec le championnat. Ils savent que entre les fans, on sympathise, on prend des photos, on prend des selfies. Vous avez les Tchèques et les Suisses qui j'ai envie de dire, célèbrent le hockey sur glace tout en soutenant leur équipe. Il n'y a aucune animosité. J'étais dans un bus pour rentrer de la patinoire hier soir à 23h10. Le bus, il était mais vraiment bondé. Il y avait deux Suisses là au milieu. J'étais parmi eux. Donc, mais à part ça, ils en plaisantaient. Et il y avait aucun. Il y a vraiment une ambiance super sympa. Et puis bon, je crois que ce qui fait aussi la réputation d'un championnat du monde, c'est la fan zone. Et ici à Riga, c'est vraiment exceptionnel. Il faut le dire. Ils ont fait une fan zone devant la patinoire, vraiment juste devant l'entrée, à 15 mètres de l'entrée, où il y a des écrans géants, il y a de quoi faire la fête, il y a un groupe qui vient à chaque fois entre les matchs pour se produire et ça participe aussi à cette atmosphère. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de venir au championnat du monde disent qu'il y a une fan zone comme on n'a peut-être jamais vu ici. Et j'ai envie de dire, j'espère qu'on va s'en inspirer en Suisse pour 2026. Moi, je crois qu'il y a une délégation aussi qui est venue sur place pour prendre des bonnes notes et souligner tout ce qui peut être fait aussi dans l'aspect, dans la patinoire, mais en dehors aussi pour préparer bien sûr cette échéance. Mais revenons maintenant un petit peu, vu que les premières questions affluent, les bonjours bien sûr habituels dans le chat, sur le jeu, sur le début de tournoi de l'équipe de Suisse. Ton sentiment, Régis, toi qui as suivi, je crois, 3 matchs dans cette patinoire de l'Arena de Riga. C'est un parcours sans faute pour l'instant de nos joueurs, avec 6 victoires en 6 matchs, donc beaucoup de positifs à retirer de tout ça.
Ah, le seul point noir que je pourrais retirer personnellement, c'est d'avoir vu les premiers buts encaissés par la Suisse. Il fallait bien que Parce que ça arrive, non? mais oui, mais j'ai essayé de repousser cette échéance le plus possible en me le disant contre la Slovaquie, autant ne pas voir le premier but encaissé. Bon, ben, c'est arrivé, il fallait bien s'y attendre. Mais à part ça, trêve de plaisanterie, je crois que l'équipe de Suisse est particulièrement sérieuse, a vraiment trouvé son jeu. J'ai presque envie de dire son identité, parce qu'il y a d'abord eu cet aspect défensif qui a été formidable durant les 3 premiers matchs contre des adversaires, c'est vrai, de bas de tableau, mais on n'en attendait peut-être pas autant. Et là, les Suisses étaient vraiment là. Et puis après, bah, contre les Slovaques, on a vu qu'il y avait quand même du répondant. Il y a eu un peu de relâchement aussi dans ce match. La Suisse menait 2-0. Moi, enfin, de la tribune, j'avais l'impression qu'à 2-0, on s'est dit, bon, bah, finalement, les Slovaques, c'est comme le Kazakhstan, comme la Norvège ou la Hongrie, la Slovénie, pardon. Et on a vu quand même que c'était autre chose. Les Suisses sont fait remonter à 2-2. Mais derrière, il y a réaction, il y a une équipe qui revient avec de l'impact. Et ça, ben, j'ai l'impression qu'on l'a revu pour les 2 matchs d'après. Ça veut dire que cette équipe, elle est capable d'encaisser les coups. Elle ne se démobilise pas. Au contraire, elle se reconcentre. C'est comme s'il y avait une sorte de confiance qui était présente. Et je pense que ça, c'est un atout à mettre en avant pour la suite. Bah, c'est clair que l'aspect confiance fait beaucoup parce que ce groupe, même avant l'arrivée des renforts NHL, était déjà bien soudé, prêt pour ce tournoi. Il a été embelli, on y reviendra d'ici quelques instants, par des arrivées d'Amérique du Nord. Mais c'est vrai que ce tour de chauffe, ces matchs à la portée de l'équipe de Suisse, Régis, tu l'as très bien dit, par le passé, ben, l'équipe de Suisse nous habituait à perdre beaucoup de points dans cette aventure-là, alors que là, depuis notamment, surtout l'année dernière, mais on voit quand même quelque chose en crescendo sous l'air Fischer dans cet aspect-là, qu'on ne se pose plus les problèmes d'être inquiété au début, on met les points au chaud, et ce qui nous permet ensuite de manœuvrer la fin de cette phase de groupe, hein, maintenant qui est longue avec ces 7 matchs, de ne pas devoir stresser d'aller chercher une qualification, on va dire, sur le finish. Ah, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé depuis 4-5 ans. Si on regarde les résultats, grosso modo, depuis 2018, je dirais que les Suisses ne perdent quasiment plus de points contre les nations qui ne sont pas, qu'est-ce qu'on peut dire, top 9. Si je mets l'Allemagne et la Slovaquie encore et la Russie là-dedans, si on met les équipes qui sont 10e et en dessous, la Suisse ne perd même plus de points, quasiment jamais contre ces équipes-là. Et ça, c'est quand même une preuve qu'on a franchi un cap en Suisse. Il faut le souligner. Je pense que la Suisse, elle n'est pas parmi les 4 équipes qui font les tournois 4 fois par an avec les Suédois, les Finlandais et les Tchèques par hasard. Bah, tout simplement, elle est à ce niveau-là pour l'instant. Et les renforts de NHL sont là pour donner ce petit plus. Mais il y a quand même déjà une base solide de joueurs du championnat de Suisse. Et puis, je pense que le fait d'avoir un Patrick Fischer qui est là maintenant depuis 7 ans, ben, il y a une identité. Les joueurs ne sont pas vraiment surpris. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Ils connaissent la manière de jouer. Ils connaissent la mentalité. Il faut aussi donner crédit à cet aspect là, à celui du coach, cette longévité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, clairement, la Suisse, elle a sa place dans les 6 meilleurs mondiaux, mais clairement. Haut la main, hein, ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, et le fait aussi de terminer pour la 2e fois consécutive de manière assurée, déjà après 6 matchs à la première place, va renforcer bien sûr ce statut. Après, ben, reste que ben, y a la suite de la compétition qui va venir, ces quarts de finale. On sait qu'il y a toujours ce petit blocage et qu'on espère pouvoir passer enfin ce cap après s'être cassé les dents lors des derniers épisodes. On va y revenir à la fin de ce podcast. Mais dans l'ordre, Régis, l'arrivée quand même des joueurs de NHL a été le plus. Hein. On avait déjà avec Niederreiter et Malgin 2 joueurs qui étaient dans le groupe. Et ben, on a fait bien sûr le bonheur des fans de la sélection suisse, mais moins de ceux qui sont fans des New Jersey Devils, avec l'arrivée de Nico Hischier, de Jonas Siegenthaler ainsi que de Kevin Fiala. Et là, on a bonifié encore ce groupe que tu disais déjà très bon, en le rendant vraiment maintenant compact et prêt à aller chercher quelque chose cette saison. Moi, ce qui me plaît avec ça, c'est qu'on a des joueurs de NHL. Je vais être très honnête avec tout le monde, c'est que je ne suis pas sûr que si tous ceux qui ont joué en NHL cette saison disaient on vient en sélection, ça donnerait une Suisse meilleure que maintenant. Et là, je trouve qu'on a un bon équilibre avec des joueurs dont on sait qu'ils ont un énorme potentiel, qui valent un point par match en NHL, qui sont des joueurs différents. Un Hischier, un Fiala, c'est pas deux joueurs qui se mangent le temps de jeu, un Niederreiter. Peut-être que si on en avait 3 par ligne,
de ces gens-là, ça fonctionnerait moins bien. Mais là, je pense qu'on est pas mal avec cet apport de joueurs qui amènent le plus. Quand même, quand ils sont là, on sent qu'il y a quelque chose qui est capable à tout moment de renverser le match, même si ça marche pas trop devant le but pour l'instant avec Fiala. Je veux dire, il bouge, il amène des passes, il amène du trafic. Enfin, c'est des joueurs qu'on n'a pas forcément en quantité en Suisse. Et Et il est surtout qu'on a quand très même pas mal content de d'être blessés. là, Régis. Il est très content. Il voulait Oui. venir. C'était pas facile. Il y a eu des négociations qui ont été faites, mais que ça lui tenait à cœur. Il travaille aussi pour l'équipe, à défaut de sa réussite pour l'instant. Ouais, encore une fois, je pense qu'il y a un travail qui se fait en amont où on travaille le long de la saison avec ces joueurs-là pour leur montrer la confiance qu'on a en eux, comment ils sont précieux, comme quoi on a besoin d'eux. Et je pense qu'un Fiala qui n'était pas venu depuis 2019, même s'il avait dû mettre l'équipe de Suisse de côté pour diverses raisons, ben, au final, il était tout heureux de voir que Patrick Fischer le suivait, qu'on comptait encore sur lui, que sa saison, elle n'était pas forcément terminée, qu'il avait encore un moyen de l'améliorer, de bien finir dans un groupe très sain, parce que ça, c'est pas possible autrement. Quand on voit l'équipe, comment elle réagit, ce groupe, il peut que être sain, il peut pas y avoir de bisbis, de clans, de que sais-je, de guerre d'ego là-dedans. Et je pense que là, on a un bon équilibre entre d'excellents joueurs de National League, des joueurs aussi de rôle, hein, parce que ça, comme je disais, on peut pas avoir que des gens de NHL qui viennent là pour marquer des buts, pour jouer dans le power play. Il en faut aussi qu'ils acceptent un rôle. Et ça, ces joueurs suisses-là, ils sont excellents. Je veux dire, des Richard, des Haas, vraiment, sans eux, je pense pas que la Suisse peut aller Non, aussi loin qu'elle le fait. et puis le fait d'avoir eu l'apport de quelques joueurs seulement n'a pas déstabilisé le groupe qui s'était préparé à ce championnat du monde. On voit des roquettes qui sont amenées lors de chaque match. On change une fois défenseur, Geiser revient, Glauser est en tribune une fois, on change Berchi, on remet Ria. Tout fonctionne pour l'instant et on essaye aussi de mettre sous pression dans ce championnat du monde, d'appliquer tout le monde pour pouvoir pallier à d'éventuelles peut-être blessures ou changements tactiques en fonction de l'adversaire qu'il pourrait y avoir dans les prochains matchs. Et tout le monde est focus sur cet objectif seul et unique, finalement, d'aller chercher cette médaille. Comme on nous le dit dans le chat, là, si je reprends, Régis, cette année, avec le parcours de la Suisse, le groupe de la Suisse et aussi les adversaires, ça se doit de jouer une médaille. On est assez d'accord là-dessus. Parce que le Canada n'est pas le meilleur Canada. Peut-être que d'autres équipes n'ont pas leur meilleur alignement. Alors, bien sûr, ça, c'est l'objectif. Il y a un créneau, il y a une brèche qui s'est créée. Après, il y a encore beaucoup de facteurs à tenir en compte pour arriver jusqu'à passer la demi-finale, pour au moins s'assurer une place pour jouer la médaille de bronze, voire l'or. Ouais, alors, le système fait que tout joue sur 60 minutes à partir des quarts. Donc, vous pouvez passer d'une équipe fantastique comme il y a une année et qui gagne ses 7 matchs à une équipe finalement qui passe pour des losers, comme on a pu le penser la saison dernière après la défaite contre les États-Unis. Je trouve que c'est un peu réducteur parce qu'on sait bien que ça ne se joue pas que sur un match normalement, j'ai envie de dire. Mais le championnat du monde fait que, ben voilà, c'est pas des playoffs. Si vous ratez un tiers, ça peut vous coûter une élimination si vous encaissez 3 buts. Et puis après, on s'en remet pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec les conclusions qu'on tire, les conclusions trop vite. Ce qu'on voit de la Suisse, c'est excellent. Elle va terminer première de son groupe. Elle a, quoi qu'il en soit, parfaitement réussi son tour préliminaire avant le dernier match, même si ça devait mal se passer demain contre les Lettons. Finalement, peu importe, c'est un match de liquidation pour la Suisse, pas pour la Lettonie, mais c'est pas si important que ça. Mais par contre, après, il faudra se frotter à l'autre groupe. Et puis, moi, je soupçonne, je ne vais pas être rabat-joie, mais je soupçonne que l'autre groupe, ce soit plus fort. Je vous le dis honnêtement, ce que j'ai vu de la Suède m'a assez impressionné. Je suis surpris aussi de l'excellent niveau des Américains. Les Finlandais sont à domicile, on les connaît, ils ont tendance à monter en puissance, sont champions du monde, champions olympiques. Ils n'ont pas besoin d'avoir tous les joueurs de NHL. Ils ont un Rantanen quand même qui a un niveau qui est quand même en dessus par rapport au reste. Donc, il faut rester très prudent. Là, j'ai pas envie de trop me mouiller puis dire la Suisse, elle va faire la finale et elle va faire la médaille parce que ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, bien évidemment, mais on se dit que le groupe est peut-être plus fort que jamais. Si on rembobine un petit peu, parce que depuis le dernier overtime, la Suisse a joué 4 matchs. Il y a eu le Kazakhstan, tout d'abord, qui était le 3e match de l'équipe de Suisse, remporté 5-0. La Suisse s'est pas trop mis dans l'embarras. Après le 1-0, tombé rapidement. Il y a eu peut-être un petit moment de flottement. Les Kazakhs ont essayé de revenir, mais le 2 et le 3-0 ont plié l'affaire. Et la Slovaquie, ensuite, victoire 4-2. La Suisse menait 2-0, tu l'as dit un petit peu avant, Régis. Et ce premier but encaissé qui tombe après 205 minutes et 8 secondes. Il fallait que cela arrive, finalement. C'est arrivé, c'est un petit peu rocambolesque. Il y a l'arbitre sur la bleue qui touche le puck, qui le remet directement sur le Slovaque, qui permet de battre donc le gardien suisse. 205 minutes, nouveau record quand même d'invincibilité de l'équipe de Suisse depuis 1939. On prend volontiers aussi, parce que ça, c'est un des points forts sur lesquels on va revenir après, mais l'alternance des gardiens aussi entre Giannoni et Maier fonctionne à merveille, autant que le système défensif qui a permis d'aller à ces 205 minutes sans encaisser le moindre but. Ah oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a 2 super gardiens et je pense que sans cet aspect-là, sans ces 2 super gardiens, on n'en serait pas à 6 victoires en 6 matchs. Il faut quand même être clair parce que si on avait dit, bon, on a Giannoni, je veux dire, j'ai pas besoin de tresser une nouvelle couronne de laurier à Giannoni, on connaît tous ses capacités, c'est le de Giannoni qu'on connaît, qui est super bon, qui est capable de gagner des matchs. Mais si on n'a que lui qui doit jouer, j'ai envie de dire 5 matchs sur 7 dans le tour de qualification, je suis pas sûr qu'il soit prêt pour encore enchaîner 3 titularisations en quart, en demi et éventuellement en finale. Donc là, on a un Maier qui est venu, qui est resté le Maier de la finale, j'ai envie de dire même des playoffs, celui qui a tout mangé sur son passage pour aller conquérir son premier titre. Je trouve que il a super bien fait la transition championnat du monde. Il est vraiment pas venu ici pour étraîner son titre et simplement faire la fête. Il sort match après match. Hier, en plus, il joue contre les Tchèques, évidemment. Il a le passeport tchèque aussi. Il est surmotivé. Il n'a même pas besoin de ça pour l'être. Mais hier soir, on sentait qu'il avait encore plus envie de manger les tirs de Červenka et de Kubalik que d'habitude. Donc, moi, il faut donner crédit aussi à Maier. Je pense que, très honnêtement, je me doute bien ce qui va se passer à partir de jeudi. C'est que Maier, il ne sera plus là. Je veux dire. C'est une des questions dans le chat, Régis. On joue la main chaude ou on laisse place à l'expérience de Giannoni? Ah, écoute. Moi, j'ai le même avec toi. J'ai le même avec toi. Je crois qu'en matière de gardien, on est généralement assez conservateur et on prend pas trop de risques. Et quand on a Leonardo Giannoni, on ne peut pas en vouloir, j'ai envie de dire, si c'est vraiment Giannoni qui joue tout. Parce que en quart de finale, je vois pas un autre scénario que Giannoni. Ça, j'arrive pas à me l'imaginer. Et puis après, en demi, si c'est grâce à lui, on le remet, quoi. Donc, c'est difficile de l'enlever, c'est clair. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Robert Maier est excellent. Certainement que s'il venait à être titularisé, on aurait un discours aussi très positif. Je crois qu'on doit y aller avec celui qui est là depuis des années aussi à ce poste et qui doit avoir ce rôle de numéro 1 pour la suite et la fin de ce tournoi. En tout cas, on peut le comprendre si c'est le choix qui est fait. Maintenant, je ne suis pas persuadé que si jeudi, je voyais Maier, alors certes, je serais très surpris. Tu ne serais pas inquiet. C'est lui, je ne serais pas inquiet. Voilà, je ne me dirais pas, mais il a perdu la boule, notre ami Fischer, qu'est-ce qu'il nous a fait? Non. Reste que si on regarde, à part le record d'invincibilité, la Suisse a quand même été contre la Slovaquie pour la première fois inquiétée de ce 2-0 à 2-2. Fiala loupe juste avant un penalty pour le 3-1. C'est 2-2 derrière. On se dit, il y a peut-être un premier moment difficile à gérer. Et la Suisse l'a démontré avec une très belle aptitude, en faisant confiance à son plan de jeu, à son système, et en allant de l'avant et en gagnant ce match 4-2. Ouais, je crois qu'elle a quelque part, elle est très tranquille quand elle joue. Elle est assez confiante en ses moyens. Il faut pas verser non plus dans l'excès de confiance, mais j'ai pas encore cette impression. Peut-être ce match-là, il y a eu un petit excès de confiance avec ce relâchement, mais je crois qu'ensuite, elle a montré qu'elle était la meilleure. Et puis, il n'y a pas eu photo. Au final, tout le monde était d'accord. La Suisse, je veux dire, il y a 36 tirs à 13 tirs cadrés. Donc, bon. Les Slovaques ne se sont pas montrés dominants. Et quand il y avait des possibilités d'être en danger,
le dernier rempart faisait le job. Donc, les arrêts, il les a aussi fait. Donc, ça rassure tout un groupe. Et après, arrive ce week-end. C'est quand même sympa quand on est sur place à Riga et puis qu'on se déplace pour aller voir le Canada et la Tchéquie. Un match contre le Canada, ça vaut toujours son pesant d'or. Hein. On a toujours en travers un petit peu ce but tombé à quelques dixièmes de la fin de la rencontre. Et on veut toujours montrer que la Suisse grandit en battant le Canada. Ce qui a été fait avec la manière. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ah non, mais la Suisse a clairement mérité sa victoire. Il y a eu quand même ce fait de jeu, appelons-le comme ça, pour ne pas être trop méchant avec son auteur, qui a fait que la Suisse s'est retrouvée en infériorité numérique et ensuite a dû encaisser, puisque Niederreiter s'est un peu énervé. On lui en voudra pas quand on a vu ce qui s'était passé. Je crois que tout le monde en était conscient. Et puis derrière, la Suisse prend le 1-0, mais comme contre la Slovaquie, au lieu de s'énerver encore plus, de paniquer, au contraire, les joueurs se calment, les joueurs disent on a confiance en nos moyens, et derrière, boum, 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 3-1, et puis le match est réglé, et puis le Canada, quelque part, a fait un bon match. Hein. Franchement, c'était un bon Canada, c'était pas une équipe bis qui était là juste pour donner des coups, et ce qu'a fait Veleno était probablement pas à l'image du Canada dans l'ensemble, ce qu'il a prouvé sur ce match-là. Il est venu très physique, il a joué avec ses armes, ce jeu viril qui, par le passé, a posé tant de problèmes aux Suisses. Mais maintenant, on le voit avec les résultats, la Suisse, elle bat quand même le Canada, en tout cas une fois sur deux, et elle n'a pas peur de ça. Et avec sa vitesse, elle a les arguments, et on l'a vu sur ce match-là. C'est sûr, hein. C'est clair que le geste de Veleno est un fait à part dans cette rencontre. Il n'a pas été pris sur la glace, il a été suspendu pour 5 matchs, juste de quoi permettre à l'IHF, c'est mon sentiment, je ne sais pas le tien Régis, mais de ne plus le revoir dans ce tournoi et de classer l'affaire finalement. C'est un très vilain geste, il aurait pu faire très mal à Niederreiter et lui casser la cheville et compliquer la suite de sa carrière. Ce n'est pas le cas. On a déjà fait beaucoup de pataquès là-dessus. Je crois que l'affaire, pour moi, elle peut être classée. Oui, oui, non, mais clairement, sur le match, cette scène, elle n'a pas été diffusée immédiatement dans la patinoire, mais quand même, elle a été revue, elle a été diffusée aux spectateurs qui ont pu se rendre compte de ce qui se passait au bord de la glace ce jour-là, ce qui a encore permis de bien réchauffer l'atmosphère si besoin était sur ce match qui était déjà assez bouillant pour le public. Mais bon, Veleno, je crois que les médias nord-américains se sont chargés de son cas assez vite. Donc, horrible, on ne veut pas voir ça. On n'en parle plus sur ce tournoi. Et puis, passons à autre chose, quoi. Je veux dire, voilà, il n'a pas eu le tendon s'actionner, notre ami Niederreiter, c'est ce qui compte. Et puis, passons à des joueurs de hockey. Et bien sûr, mais ça fait que sur le moment, Niederreiter a été puni, Veleno n'a pas été pris, ça aurait pu frustrer certains joueurs, dont Niederreiter. Il y a Powerplay derrière, Toffoli qui marque. La première fois dans ce tournoi que l'équipe de Suisse est menée au score. C'est quand même un schéma, tu es d'accord, qui pouvait amener à peut-être conduire la Suisse à la première défaite, ce qui n'a pas été le cas puisque derrière, on a réagi très bien. Alors, cette capacité à réagir, une fois encore, je la mets en avant, mais moi, ce que je mets en avant aussi, c'est qu'elle se retrouve menée, la Suisse, mais sans qu'on se dise, elle n'est pas dans son match, elle n'a pas d'action, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, non, le premier tiers, elle le domine 16 tirs à 6. Voilà, donc, exactement. Voilà. Mais oui, c'est ça. Puis, jusqu'à cette pénalité qui coûte le goal, on se dit quand même, allez, ils ont le match en main, ils ont des actions, ça va rentrer. On n'est plus non plus, et ça je tiens encore à faire cette comparaison, on n'est plus à une période où on cherche des buteurs. Il y en a maintenant dans cette équipe de Suisse. Et c'est pas ça l'inquiétude. C'est plus le souci qu'il y avait en préparation. C'est plus l'équipe de Suisse d'il y a une dizaine d'années qui cherchait des gens pour finir le travail. Et voilà, elle connaît ses moyens. Et là, elle a pas changé son plan. Elle s'est dit, faut continuer, mais il faut pas s'énerver, pas céder à la provocation. Et là, je pense qu'elle a tout fait juste. Ouais, c'est clair. Si on parle du Canada et ensuite de la Tchéquie, dans le chat, on nous dit, je crois qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté de saluer quand même les performances d'un certain Andrés Ambul qui défie les lois de la longévité et des performances, des qualités. Buteur contre le Canada, double buteur contre la Tchéquie, recordman maintenant avec 144 points. Il a dépassé Jörg Eberle en équipe de Suisse. On commence à manquer de superlatifs pour parler d'Andrés Ambul, Régis. Ouais, mais ce qui se passe avec Ambul est surréaliste, quoi. Je veux dire, pour avoir vu ces deux matchs et ce qu'il y a, on va dire comment,
comme état d'esprit par rapport à Ambul dans la patinoire, c'est fantastique. Je veux dire, quand il marque, les supporters suisses, ils sont 2 fois plus en joie que quand c'est Niederreiter ou Fiala, pour donner un indice, quoi. C'est incroyable. Bueli, pour l'appeler comme tout le monde l'appelle ici, c'est de la folie. Mais il vole sur cette glace, il est insaisissable, il a un rôle. Je veux dire, il a 39 ans, il fait son 19e championnat du monde, il a passé 300 matchs avec l'équipe de Suisse. Et il est là, puis on a l'impression que c'est le gars qui a 25 ans, qui connaît son rôle, mais qui est capable à tout moment de faire la différence. C'est génial, quoi. Je pense que rien que pour ça, il fallait venir ce week-end voir ce qui s'est passé avec Bueli durant le week-end. Ah, une belle part d'histoire, en tout cas, qui a été écrite par Andrés Ambul. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait de cette transition entre le Canada et la Tchéquie, on sort du côté de l'équipe de Suisse victorieux d'un match très solide et intéressant contre le Canada. Et on le confirme derrière contre la Tchéquie, qui a quand même une tête assez suisse, vu que la Tchéquie avait quand même dans ses rangs Kubalik qui est passé par Ambry, Červenka, Spacek, Kari Alonen, Michal Jordan. Donc des adversaires qui connaissent aussi les joueurs de notre pays. Et la Suisse, là encore, démontre une très belle attitude, un leadership et vraiment cette décontraction finalement de faire ces matchs siens et de les mener vers les 3 points de la victoire. Mais moi, quelque part, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de confirmation de ce sentiment que l'équipe montait en puissance et savait ce dont elle était capable. Parce que le match, il s'est quand même pas passé sans accroc. Le premier tiers, je pense qu'on a été beaucoup à se dire « Waouh, défensivement, il y a beaucoup de ratés. Il y a eu des erreurs énormes quand même, quand on pense à la passe de Simeone qui offre le 1-0 aux Tchèques. Je veux dire, il y en a eu quelques-unes supplémentaires que j'ai pas envie de trop pointer du doigt. Mais il y a un moment donné où je me suis dit est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce que hier, ils ont beaucoup donné, l'équipe est pas capable d'enchaîner? Puis après, voilà, c'est un tiers. La Suisse est menée 1-0, elle réagit quand même, elle égalise grâce à Romain Lefeul et la patate qu'il envoie dans la lucarne. Ouais, il a tout donné. C'est vrai qu'il a fait plaisir. Non seulement déjà de le voir à la tête de ce power play, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un des romans qui marque, mais qui est dans le power play avec les joueurs qui sont autour de lui. Magnifique. Et puis, c'est quelque part la preuve que la Suisse, une fois de plus, elle passe un peu à côté à un moment. Mais derrière, elle égalise. Et puis, à partir de la deuxième période, elle a quand même vraiment dominé. Puis après, au troisième tiers, contrôlé ce match. Et finalement, elle n'a pas vraiment tremblé. Mais elle est menée de nouveau. Elle revient. C'est sûr. Mais forcément, moi, je me dis, quand on est les adversaires de l'équipe de Suisse et qu'on voit ça, on se dit quand même, ça va être du lourd de jouer contre eux. Parce que les gars, là, ils encaissent. Derrière, ils sont bons. Même s'ils ont un moment de flottement, il y a de la réaction. Faire le dos rond. Ouais, et puis j'ai trouvé que hier, c'était vraiment plus qu'une confirmation. Ça allait vraiment dans le trend que je vois sur ce championnat du monde jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que l'équipe de Suisse démontre une très belle preuve de caractère, sait faire le dos rond, comme je le disais, dans les moments un petit peu plus compliqués. Le premier tiers était un petit peu à cette image et ensuite la Suisse a dominé le deuxième tiers et a verrouillé la troisième période pour mener. Il y a Anto Prieto d'ailleurs qui rigole dans le chat en disant il faudra retirer le maillot d'Ambul pour les championnats du monde à l'avenir. C'est pas mal ça. Ouais, ça serait une belle première quand même. Je ne voudrais pas être le joueur qui prend le maillot d'Ambul quand il prendra sa retraite avec l'équipe de Suisse et devoir porter le numéro 10. On peut peut-être faire une règle à l'interne pendant un moment pour éviter ça. Dans ce match contre la Tchéquie, Patrick Fischer avait quand même un petit peu modifié ses lignes. Il essaye encore des choses. On voit peut-être qu'il recherche encore autre chose, notamment sa première ligne, Fiala, Malguin, Ischier, qui a été un petit peu désossé pour faire monter Corvi, Niederreiter aux côtés d'Ischier et de mettre Malguin au centre dans la deuxième unité. Tu l'as perçu comment ce choix-là de ne pas avoir la première ligne finalement d'éléments assez offensifs, plus légers peut-être et d'amener ces changements-là?
J'étais d'abord surpris, hein, je ne le cacherai pas, je ne m'attendais pas à ce changement après la victoire contre le Canada. Après, je me suis dit, mais, quelque part, ce match contre les Tchèques, il n'a pas une importance capitale. Je veux dire, la Suisse, quoi qu'il en soit, était en quart de finale. Donc, essayer des choses, essayer de rééquilibrer. Et puis, après ce match, enfin, j'enchaînerai encore en disant que je me suis dit, c'est peut-être aussi une explication que ça n'a pas trop bien fonctionné au premier tiers. Certains ont peut-être été un peu perturbés, même si il y a probablement d'autres facteurs et puis ça ne devrait pas influencer. Mais je me suis dit, peut-être mis tout ça l'un dans l'autre, ça peut être des explications. Et puis, plus le match avançait contre les Tchèques, plus je suis posé des questions par rapport à Denis Malgin, qui clairement pour moi me déçoit. Et puis hier, il se prend une pénalité qui aurait pu remettre le match en cause. Finalement, ça a été que 3-2 derrière, les Suisses ont enchaîné. Mais Malgin, après, a été mis au bout du banc. On lui a fait comprendre que c'est pas dans l'ADN de cette équipe, qu'on doit pas, parce qu'on prend un coup, riposter, un peu un geste d'humeur, de, de ouais, frustration, d'humeur, probablement, exactement. Donc moi, vraiment, s'il y a un joueur jusqu'à maintenant qui me déçoit, ben, je peux dire que c'est Denis Malgin. Quand il n'y avait pas les autres joueurs de NHL, peut-être qu'il avait un rôle un peu plus de leader Ah, il a fait ses qui points, hein, lui c'est plaisait. sûr, mais on est peut-être en Mais mesure d'attendre plus de sa part. Et Anto, dans le chat, dit aussi que c'est bien de la part de Fischer de lui avoir indiqué le bout du banc pour lui montrer comment ça se passait aussi avec cette équipe de Suisse. non, moi je pense que Malgin, on sait que c'est un joueur qui aime se montrer, qui aime parfois être un peu la vedette. Mais je veux dire, là, on est à un stade, on est au niveau mondial, on est au niveau du top de ce qui se fait en hockey sur glace. Donc si il n'est pas capable, j'ai envie de dire, de mettre son ego de côté, de jouer pour l'équipe, et vraiment au service de l'équipe, on n'a peut-être plus besoin de lui maintenant. C'est un peu ce que je retiens du match d'hier, parce que c'est pas grâce à lui que l'équipe de Suisse a battu les Tchèques, au contraire. Et puis, ça fait 2 matchs. Bon, contre les Canadiens, ça a été compliqué physiquement pour lui, hein. On lui a pas fait de cadeau, il n'est C'est pas sûr que très son très grand. gabarit n'aide pas. Et voilà, alors qu'en Suisse, quand on essayait de jouer sur Malgin, il arrivait encore un petit peu à se faufiler et tout. Mais avec le Canada, ça va quand même vite. Et puis, je l'ai trouvé en difficulté contre le Canada. Et puis, contre les Tchèques, ben voilà, quoi, décevant par rapport à ça. Donc, moi, je pense quand même que c'était un peu lié à Malgin, ces changements de bloc. Mais quelque part, ben, là, ça a tellement bien fonctionné hier Mais que reste je signe tout que de suite, hein. tu peux pas faire différent et, par exemple, sortir de l'alignement. Tu auras besoin, à un moment ou à un autre, des qualités et du talent de Denis Malgin aussi dans la suite de ce tournoi. Alors, ça, je ne suis pas capable de dire oui ou non de manière décisive. Je pense qu'un Malgin est encore très précieux. Je pense que s'il lui est conscient de ce qu'il a fait et quelque part dit oui, je ne dois pas me comporter comme ça, il peut encore individuellement, intrinsèquement, être un gars qui peut faire la différence dans un quart de finale, par exemple, hein. C'est sûr. Dans le chat, vu qu'on parle un petit peu des points positifs, des points négatifs des joueurs qui nous ont laissé la pression jusque-là, il y a Kevin Buffard qui nous dit d'abord Kubalik est hallucinant, très très fort, mais je crois que c'est plus une surprise. On l'avait déjà vu à Ambry et il a confirmé en NHL qu'il avait pris ce statut de star mondial et il le démontre avec ce championnat du monde. Bon, il a quand même été, Régis, longtemps frustré par Robert Mayer hier soir, qui lui a fait 4-5 saves avant qu'il puisse enfin marquer sur un caviar de Chervenka. J'ai aussi trouvé qu'il y avait un peu de la frustration chez lui à un moment donné, jusqu'à ce 3-2 qu'il a probablement un petit peu remis en selle. Mais voilà, quoi. On a d'un côté un gardien qui vole, qui est extraordinaire, et un joueur qui est peut-être le meilleur joueur qu'il y a ici à Riga. Je ne prends pas l'autre groupe de Tampere parce que j'ai pas assez vu de match. Mais en tout cas, ici à Riga, je pense que Kubalik, et je pense que c'est le meilleur joueur qu'on a pu côtoyer, la Suisse, et affronter jusqu'à présent. Ouais, donc il y avait un super duel. Mais Kubalik, c'est vraiment un joueur à voir, quoi. Bon, si on a entendu un petit peu ton flop que je partage entièrement avec Malgin, tes points positifs, tes tops jusqu'à présent de cette équipe de Suisse après 6 matchs. Bon, ben, je vais pas surprendre grand monde si je vous dis que Humbull m'a bluffé. Je vous dis honnêtement, quand je suis venu là, je me suis dit, mais attends, le gars là, son âge, est-ce qu'il va encore être
Mais non, il est dominant, point. Je veux dire, il n'y a personne qui aurait pu prendre sa place comme lui, je trouve, et jouer ce rôle. Donc, clairement, pour moi, Ambul, c'est la belle surprise. J'associerais parmi les joueurs qui me plaisent bien. Alors oui, les joueurs de NHL sont quand même bien dominants, hein, que ce soit Niederreiter, Fiala, ils sont là. Mais bon, ça surprend personne. J'ai envie de dire, mettre un Marty, me surprend vraiment. Je trouve que derrière, il est super précieux. Et autant, j'aime pas des fois ce qu'il fait en championnat de Suisse avec des mauvais coups qui me gênent vraiment dans l'esprit du jeu, qui peuvent blesser et tout. Autant dans ce championnat du monde, je le trouve vraiment top, quoi. Il a su gagner sa place, c'est clair. Ah ouais, ouais. Je pense qu'un Romain Leffel, ben, il joue un rôle. En l'absence de Yosi, on a quand même la chance d'avoir un joueur offensif comme lui qui amène vraiment un plus sur le power play, même s'il me fait parfois quelques petites frayeurs défensives. Hein. C'est arrivé contre le Canada, c'est arrivé contre les Tchèques. Mais quand tu es offensif, des fois, ça doit être un petit peu le revers de la médaille quand même, des fois. Heureusement pour lui, il joue avec Marty, qui lui est beaucoup plus intransigeant, j'ai envie de dire, défensivement. Et puis, je trouve qu'un Gaëtan Haas aussi, il n'a peut-être pas un rôle aussi en vue que les joueurs qui sont en NHL actuellement. Mais pour un joueur comme lui, qui n'est pas dans les 2 premiers blocs à la base, il apporte énormément. Même Tanner Richard aussi, je pense qu'on peut aussi faire le constat. Il y a quand même 4 lignes incroyables dans cette équipe, quoi. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est toute la 3e ligne et la 4e ligne quand on applique aussi Berchi et Ria qui tournent, mais cette profondeur qui donne la possibilité à la Suisse d'être là aujourd'hui parce que la 3e ligne a superbement bien fonctionné. C'est Simeon Haas Miranda. On a un Tanner Richard qui est celui qui gagne le plus d'engagement dans le championnat du monde, qui a marqué hier sur un caviar de Yanis Moser. Normalement, c'est l'inverse. C'est lui qui les distribue, les caviars. Là, il était juste à la finition. Il ne pourrait pas le manquer, celui-là. On est d'accord, Régis, mais c'est cet ensemble, cette homogénéité, parce qu'on peut pointer des individualités, mais le travail pour préparer cette équipe et les choix qui ont été faits aussi en amont par Patrick Fischer fonctionnent. On a un groupe, on a vraiment une famille, comme si on peut prendre le parallèle avec les équipes qui sont allées loin en play-off, que ce soit Bienne ou Genève Servette. On avait un groupe qui était destiné à aller le plus loin possible, et pour Bienne et Genève, ça a fonctionné. Maintenant, reste à la Suisse d'écrire la suite de son histoire, mais je trouve que oui, il y a un peu des déceptions. Pour moi, une déception, ça pourrait être Dean Koukan, parce que c'est un défenseur avec d'énormes qualités, mais je trouve qu'à part distribuer le jeu en première unité de powerplay à la ligne bleue, alors bien sûr, quand tu as 2 super snipers sur tes côtés, c'est plus facile de te dire je vais faire la passe que de prendre l'option tir, mais je trouve que Leffel était un bon aménagement de pouvoir lui redonner cette première unité à la pointe du jeu de puissance, et que Koukan peut-être, je sais pas, peut-être c'est parce que la saison qu'il a fait aussi, j'en attendais plus. Bah, je suis d'accord avec ton analyse sur Koukan. Je ne sais pas si vraiment il déçoit, mais c'est vrai que si hier, c'est Romain Leffel qui a pris la tête du premier powerplay, c'est que Patrick Fischer a vu les mêmes choses que nous. Il n'est pas entièrement satisfait de Koukan dans ce premier bloc qui est de supériorité numérique où c'est des joueurs qui ont tous un énorme vécu de NHL qui est énorme. Romain Leffel a montré qu'il était capable de faire mieux les choses, je pense, que Koukan. Très honnêtement, je n'ai pas d'explication pourquoi Koukan n'est pas aussi dominant sur les 3 derniers matchs, on va dire ça comme ça. Sur les 3 premiers, je l'ai trouvé vraiment qu'il l'était. Là, il l'a été moins. Maintenant, on a l'avantage que pour l'instant, ce n'est pas pénalisant. On a vu hier, il y a 2 supériorités, même si le 2e but, il n'est pas officiellement marqué en supériorité numérique. Oui. Il l'était dans les faits. Il n'était pas encore venu défendre le Tchèque quand il y a eu le 2e but suisse à 5 contre 4. Donc, ça a marché, mais du tonnerre, ce power play. Donc, c'est encore un point très très positif qu'on n'a pas vraiment mis en avant parce qu'il y a eu assez peu de pénalités finalement dans ces matchs. C'est vrai. Mais les buts, ils sont venus. Bon, la Suisse s'est tout de suite rassurée dans les premiers matchs avec un power play, et après, quand on est dans ce système de jeu, c'est beaucoup à la confiance, et quand ça marche depuis le début, tu as presque tendance à le reproduire après, on va dire.
Alors, il y a beaucoup la confiance, mais je pense qu'aussi, il y a la qualité intrinsèque du joueur, la maîtrise technique. Euh, j'ai vu le match entre les Norvégiens et les Tchèques. Les Norvégiens ont été pendant 11 minutes sur le deuxième tiers-temps. Seulement le deuxième tiers. 11 minutes à 5 contre 4. Mais ils ont eu un tir cadré, je crois, sur ces 11 minutes. Peut-être deux. Mais quand je voyais chaque joueur qui devait contrôler le puck et faire la passe ensuite, et qu'après, on a la Suisse qui joue derrière avec des joueurs qui, quand ils ont le puck, on sent, il y a une exécution qui est au rendez-vous. Il y a le talent quand même en Suisse. Je veux dire, on a un Gaëtan Haas dans ce power play qui est, ben voilà, à Bienne, on sait quel rôle il a dans cette équipe. Et voilà, il y a les joueurs, tout simplement. Alors maintenant, il reste un dernier match dans cette phase de poule à l'équipe de Suisse. Ça sera demain soir, mardi 19h20. Un match bien sûr à suivre sur MySports pour cette dernière rencontre face à la Lettonie à domicile. L'équipe de Suisse, on le dit, on le répète depuis le début de cette émission, est assurée de terminer premier. Les enjeux pour toi, Régis, ce dernier match, la Lettonie a besoin au moins d'un point pour s'assurer un top 4 et participer au quart. À condition que la Slovaquie ait fait 3 points. Donc, si la Slovaquie ne fait pas 3 points, ce match, il est pour beurre. Clairement. C'est juste. Il faut quand même le dire en termes de qualification pour l'écart, tout le monde y est. Pour beurre, ça peut être pour la place de la Lettonie aussi, ça pourrait être important, mais ça, on le saura que juste avant le coup d'envoi, après le match entre les Tchèques et les Canadiens. Mais ce match-là, clairement, moi, je me suis dit, maintenant, la Suisse n'a plus rien à perdre. Elle doit avoir le quart de finale en tête. Son objectif maintenant, c'est d'être prêt pour jeudi. Donc, j'ai envie de dire, ce match-là, mais on n'en a rien à battre, en quelque sorte. Donc, j'aime ton franc-parler. Giannoni... Ben, écoute... C'est un match pour Van Pottelberg, alors. Bah, moi, j'aurais envie de dire, mettons-le lui. Vu qu'il récompense tout le monde. Bah voilà, puis on donne encore une soirée de congé à Giannoni. Hier, il était dans la tribune, hein, il était juste au-dessous de moi, donc je l'ai bien vu, décontracté dans les spectateurs avec Glauser et Weibel. Donc, pourquoi pas lui offrir encore un congé? Pourquoi pas offrir à un ou deux des bons joueurs, de ceux qui ont le plus de minutes de jeu aussi, un petit peu de répit aussi. Des petits bobos, forcément, à soigner? Il y en a peut-être, on sait qu'il y en a moins qu'en play-off, normalement, en championnat du monde. On a vu Geiser qui avait peut-être été touché, je crois, dans le premier ou dans le deuxième match, qui a aussi été surnuméraire, qui est revenu comme 7e défenseur. C'est ce genre de joueur, peut-être, auquel je pense. Voilà, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas à un des tout bons qui a beaucoup joué? Je ne sais pas, allez, je lance un nom. Gaëtan Haas ou Tanner Richard qui ont joué la finale des playoffs, qui ont déjà 5 matchs, qui ont un temps de jeu conséquent, dont on connaît l'importance. Est-ce qu'un de ces jours-là, on ne peut pas lui dire, bon, bah, prépare le match de jeudi? Enfin, je ne sais pas, je lance ça. Mais si tout fonctionne, est-ce que tu as envie aussi de modifier et de casser peut-être cette dynamique? Ouais, mais moi, je prends l'exemple de l'année passée avec ces 7 victoires consécutives. On est super bon. J'ose pas le terme, mais pas loin de se dire, ah ben, on peut presque plus qu'être en finale en étant comme ça bon, quoi. Mais non, je veux dire, là, t'as rien qui est gagné. Après 6 victoires, que ce soit 6 ou 7, ça va rien changer. Donc, autant, quelque part, autant se ventrer contre la Lettonie et puis, quelque part, se dire, bon, ben, cette fois, il faut qu'on joue, quoi. On a les Allemands là qui vont arriver et il faut penser à ce match-là uniquement. Ouais, Kevin Buffard qui nous dit la meilleure façon de préparer un quart de finale ne serait-elle pas de gagner contre la Lettonie simplement? On ne parle pas de changement et de perdre le match, bien évidemment. Bien sûr qu'il faudrait gagner pour continuer. Moi, je dis, ça dépend comment. S'il faut gagner ce match en livrant bataille et puis en devant à chaque duel se mettre en danger et tout, enfin, moi, j'ai de la peine à le voir ça comme une préparation pour un quart de finale à ce stade-ci de la saison du tournoi. Reste qu'après le quart de finale, c'est l'objectif. Reste à la Suisse maintenant de savoir contre qui, Régis. Pronostic, prévision, qu'est-ce qui peut arriver? David, j'ai refait un petit peu tous les scénarios possibles. Il y a 99% de chances que ce soit l'Allemagne. Donc, l'Allemagne joue la France encore, alors que le Danemark, qui est en lutte pour cette 4e place, joue encore la Finlande et la Suède. Ouais. Donc, je veux dire,
c'est presque plus possible que ce soit pas l'Allemagne. Il y a encore un autre scénario qui ferait que la Lettonie et la Finlande pourraient pas se rencontrer en quart de finale. Donc, la Suisse resterait avec des adversaires de son groupe ici. Donc, jouerait contre le quatrième du groupe qui est ici. Et la Finlande jouerait contre les adversaires de Tampere. Mais ça aussi, c'est très théorique, quoi. Il faudrait vraiment ce scénario assez très improbable. C'est un scénario qui existe en tout cas, mais, mais c'est clair que peut-être pas 99,99%, Régis, mais l'Allemagne pourrait être le candidat. Allemagne ou Danemark, on va rester large. Si c'est l'Allemagne, ça nous ramène à 2021, ce quart de finale. Non. Moi, ça me rappelle 2021, ça me rappelle 2010, ça me rappelle 2018 aux Jeux Olympiques. C'est plein de mauvais souvenirs, mais je pense pas que les joueurs vont aborder ce match avec cette idée-là. Les choses ont quand même pas mal changé dans les effectifs. L'Allemagne n'a pas de Draisaitl, par exemple. Et c'est là qu'on se dit quand même que la Suisse, elle travaille bien pour amener ces gens de NHL, pour cultiver les relations tout au long de la saison, que Fischer va voir les joueurs, que quand il a contact avec eux, quand ils sont éliminés en play-off, ils se disent pas « Ah, maintenant qu'il a besoin de moi, il me rappelle alors que j'en ai pas entendu parler ». L'Allemagne ne peut pas compter sur un tel effectif. Donc, je pense clairement que la Suisse, c'est pas pour rien qu'elle finira première et que l'Allemagne sera quatrième au mieux. La Suisse est nettement meilleure, mais c'est des matchs qui sont tellement toujours acharnés, où on connaît la mentalité des Allemands, qui sont encore plus motivés que jamais quand c'est contre la Suisse. Donc, c'est pas encore gagné. C'est clair que la Suisse sera favorite. C'est clair qu'elle aura toutes les cartes en main, mais il faudra montrer qu'on passe ce cap supplémentaire et qu'on devient vraiment une nation du top 4, du top 5 mondial de manière régulière. Et je crois que l'adversaire qui se présente sur le chemin de la Suisse dès jeudi est quand même à la portée de l'équipe de Suisse pour la suite du tournoi. Mais ça reste, comme tu l'as dit, des matchs à élimination directe et tout scénario sur 60 minutes ou un petit peu plus est tout à fait possible. Mais à la Suisse maintenant de faire le job. En tout cas, sur ce qu'elle a démontré sur les 6 premiers matchs, elle en est largement capable. Voilà, Régis, je crois que pas trop te faire prendre le soleil sur cette place de Riga. Avec ta crème solaire et tout ça, on veut te voir revenir sans être un phare rouge non plus de ce périple que tu fais chaque année lors du championnat du monde. Je vais te libérer, je te remercie grandement d'avoir pris ces 45-50 minutes en direct pour Overtime et ton analyse. Forcément, ce vécu aussi de l'intérieur qui est un gros plus pour les abonnés là, qui nous ont suivis et qui ont posé des questions dans le chat. Merci, en tout cas, c'était toujours très sympa de partager cet événement. Et puis, je fais quand même un petit peu de pub. Je voudrais pas en faire trop parce qu'il y a déjà tellement de Suisses qui vont au championnat du monde. C'est pas toujours facile d'avoir des billets. Mais si vous aimez les hockey, si vous aimez les ambiances qui sont pas forcément des ambiances d'ultra, j'insiste là-dessus. Il y a pas de place pour les ultras au championnat du monde, mais il y a pour les amoureux du hockey sur glace. Mais venez une fois voir un championnat du monde. J'ai envie de dire aussi à l'étranger avec cette ambiance internationale, ce mélange. C'est vraiment super. Et puis, comme il y a souvent une grande majorité de Suisses allemands, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de romans aussi. L'invitation est faite depuis qu'on a un club roman champion de Suisse. Maintenant, on veut des supporters suisses qui encouragent l'équipe de Suisse. Voilà. Allez, je salue tout le monde. Je souhaite une belle fin de journée et une belle semaine à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao, Régis. Quant à moi, je vais terminer cette émission en direct pour faire les mots de la fin. Bien évidemment, vous rappelez le programme. Tous les matchs du championnat du monde, que ce soit à Riga ou en Tampere, peuvent être suivis sur MySports jusqu'à la grande finale qui est prévue à la fin de cette semaine. Il y aura bien sûr la NHL qui est diffusée chaque nuit en direct. Si vous n'êtes pas insomniaque ou couche-tard, vous avez la possibilité dès le lendemain soir revoir les matchs couper des pauses, des interruptions en rediffusion sur MySports 1. On rappelle aussi que vous pouvez vous abonner sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, en podcast sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On apprécie toujours vos nombreuses questions, votre présence dans le chat. C'est ce qui fait la force de cette émission. On vous salue tous et on vous
vous donne rendez-vous pas lundi prochain parce que c'est lundi de Pentecôte, mais mardi pour débriefer de la fin de ce tournoi de l'équipe de Suisse qui sera arrivée à son terme et qu'on pourra décortiquer dans les moindres détails avec bien sûr l'envie que ça soit une médaille déjà, mais une médaille peut-être dorée. Allez, on vous souhaite une très belle semaine et on vous souhaite de très bons matchs de hockey sur glace sur MySports. À la semaine prochaine. Bye bye.